peut aimer l'histoire, mais on peut aussi aimer les lieux ou les moments où l'histoire est prise en défaut. Où, d'une certaine manière, on est plongé dans un océan d'incertitude, un moment où le temps est suspendu ou étalé. Et encore, c'est ça qui se passe. Au nord du Cambodge actuel se trouvent les vestiges de cette ville Angkor, qui fut la capitale d'un empire. Un empire né au début du IXe siècle et disparu en 1431. Mais depuis 1431, Angkor ne cesse de réapparaître comme un fantôme. Son histoire est faite d'oubli et de révélations. L'histoire pourrait donc commencer bien plus tard, en 1860. À cette date, un jeune voyageur français, un peu dilettante, Henri Mouhot, chasse les papillons, dans ce qu'on appelle alors l'Indochine. En pleine jungle, il tombe nez à nez avec des ruines colossales. Il vient de découvrir le site d'Angkor. Le récit et les images de cette découverte relayées par la presse saisissent les lecteurs français. Les ruines d'Angkor témoignent de cette évidence. Il y eut ici une grande ville, et plus qu'une ville, une civilisation. Et l'on se demande, écrit Mouhot, ce qu'est devenu le peuple puissant, civilisé et éclairé auquel on pourrait attribuer ces œuvres gigantesques. Bref, ce qui apparaît, c'est une disparition. Si on cherche absolument une date pour la disparition d'Angkor, on va dire 1431. C'est la date convenue, celle que l'on peut placer dans une chronologie mondiale. Mais il faut d'emblée prévenir que c'est une date très incertaine, que c'est une date qui existe à peine, que d'une certaine manière, cet événement, il va falloir qu'on le construise ensemble. C'est d'abord l'immensité qui frappe le visiteur. Plusieurs centaines de temples répartis dans un parc archéologique de 90 km². On le découvre aujourd'hui à partir de son sanctuaire le plus vaste et le plus emblématique, Angkor Wat. Des masses de touristes y guettent dès l'aube le moment où le soleil perce derrière les célèbres tours. Le nom Angkor Wat signifie la ville en forme de temple. En réalité, il s'agit plutôt d'un monastère aux dimensions d'une ville. Une ville de plan carré, selon le schéma oriental traditionnel. On y pénètre en franchissant une série d'enceintes et d'espaces emboîtés qui donnent l'impression très puissante de la grandeur et de l'ordonnancement rituel d'une cité conçue comme le reflet du ciel sur la terre. Pour les Cambodgiens, les ruines d'Angkor parlent moins de chute que de renaissance. Celle d'un pays qui se remet peu à peu du grand traumatisme du génocide des Khmers rouges de 1975 à 1979. Le temps, aujourd'hui, est à la frénésie du développement touristique et le site d'Angkor est devenu la vitrine internationale du pays. Il suffit pourtant de faire un pas de côté pour trouver d'autres temples, moins vastes et plus isolés. Et il donne une idée de ce qu'ont pu ressentir les premiers découvreurs du site. Ce motif de la ville abandonnée à la jungle participe de la rêverie angkorienne. On y assiste à cette forme active de l'oubli, la lente reconquête de la nature, l'engloutissement progressif, la poussée végétative qui déchausse les pierres, l'étreinte du temps sur le travail des hommes. Des images qui, pour les Européens, évoquent une histoire à grand spectacle, une leçon sur la grandeur et la chute des empires. Cette histoire, comment la raconter? On aurait très envie de la dérouler, comme une frise, comme celle que l'on peut admirer sur le Bayonne, en particulier celle historique qui donne à voir
l'épopée extraordinaire des rois khmers qui, en 1177, repoussent les Chams. Et tout cela fait des scènes grandioses, avec des batailles navales, avec des éléphants, avec des rois qui rivalisent de prouesses avec les héros de la littérature hindouiste. Et tout cela nous donne envie, au fond, de raconter cette histoire comme une épopée. Mais autant prévenir d'emblée, on ne racontera pas la chute d'Angkor. En tout cas, pas comme ça. Parce que si cette chute a eu lieu, c'est un événement invisible, sans image, oui, un récit sans image et presque sans texte que nous devons tenter. Ce qui manque, au fond, dans, je dirais, l'arsenal ordinaire des historiens, ce sont les sources écrites. Or, les sources écrites autochtones, c'est-à-dire écrites par et pour les Khmers, elles ont disparu. Le support de l'écriture, qu'elle soit littéraire ou pragmatique, c'est-à-dire les écrits ordinaires de la vie quotidienne, n'est pas pérenne dans cette région. C'est le latanier, c'est-à-dire des palmes. Et on sait que dans les conditions climatiques de cette région du monde, ça ne dure pas plus de 100 ans. Donc, ça va être transmis si, justement, on peut le recopier. Or, il y a eu un accident de transmission au Cambodge. Donc, les sources khmères manquent. En l'absence des sources manuscrites, ce sont donc les monuments eux-mêmes qui servent de documents. Les seuls textes qui subsistent sont ceux qui ont été gravés sur les monuments eux-mêmes, dans la pierre. L'étude de ces inscriptions est une discipline spécifique qu'on appelle l'épigraphie. À Angkor, elle revêt une importance toute particulière. L'histoire de la connaissance d'Angkor, l'histoire de l'épigraphie, l'histoire de l'archéologie à Angkor est aussi une histoire française, pour des raisons coloniales, parce que la France a imposé au Cambodge son protectorat en 1863, et l'école française d'Extrême-Orient, qui a été fondée en 1900, eh bien, a en charge la gestion archéologique d'Angkor, mais aussi la collecte des inscriptions. Cette histoire coloniale est toujours présente dans les paysages, dans les esprits. Même si Angkor appartient depuis 1992 au patrimoine mondial de l'humanité, l'école française d'Extrême-Orient reste un acteur important de la conservation et de l'étude du site. Éric Bourdonneau dirige l'antenne de Siem Reap. Les inscriptions retrouvées sur les monuments cambodgiens constituent la matière première de son travail d'historien. Évidemment, le fait qu'une inscription, qu'un texte soit écrit dans la pierre détermine son mode de production. Une des grandes particularités de l'écrit épigraphique, donc de l'écrit des inscriptions, c'est le soin qui a été apporté à cette écriture-là. Et c'est une particularité qui tient à la fois donc à ce support lapidaire, donc le fait que ces inscriptions sont gravées dans la pierre, et qui tient aussi, je dirais, à la volonté des anciens Khmers, véritablement, de graver des inscriptions de grande qualité esthétique. La plupart des temples abritent des inscriptions lapidaires, mais les plus utiles pour les historiens sont ce qu'on appelle des stèles de fondation, qui commémorent solennellement la construction du temple dans la grande langue savante venue de l'Inde, le sanskrit. Fondamentalement, l'objet même de ces inscriptions-là, c'est de proclamer la gloire de son auteur. Ou plus exactement, ce qu'on appelle ici l'auteur, c'est celui pour lequel l'inscription a été gravée. Et ces éloges, qui sont de nos auteurs, de nos commanditaires des inscriptions, sont écrits dans un style extrêmement orné, qu'on appelle en sanskrit le kavya, qui est truffé de figures de style, et qui est une poésie qui comporte de nombreux jeux de mots, et il y a plusieurs niveaux de lecture que l'on peut faire de cette poésie sanskrite. Le revers de cette qualité des inscriptions-là, d'une certaine manière, c'est que ces inscriptions restent assez rares. Pour le Cambodge ancien, pour donner un ordre de grandeur, nous avons quelques milliers d'inscriptions tout au plus, pour environ 1000 ans d'histoire. Donc cela donne entre 1 et 2 inscriptions par an, si on veut donner un ordre de grandeur moyen sur l'ensemble de la période angkorienne. Alors, il faut y aller pas à pas. Il faut y aller patiemment. Et pas à pas,
le tableau va se reconstituer. Mais il faut dire d'ores et déjà aux téléspectateurs qu'il ne pourra pas se reconstituer avec la netteté, avec l'exactitude qu'on pourrait attendre ailleurs, en Europe, mais aussi en Chine, d'une histoire qui fait date. Se devine peu à peu le portrait d'un empire prospère et conquérant, où des milliers de soldats accompagnent le roi dans ses campagnes contre les Chams, à l'est, du côté de la Chine, et le royaume d'Ayutthaya, à l'ouest, du côté de l'Inde. Une société puissamment structurée, composée d'artisans, de danseuses, de courtisans et surtout de prêtres au service de dieux divers, depuis ceux du panthéon hindou jusqu'aux différentes incarnations de Bouddha. Le temps ne s'est pas figé à Angkor. Au contraire, il s'étale majestueusement en consommant l'espace. S'il existe autant de temples, c'est que leur construction se déploie sur plus de 7 siècles. Disons pour nous, du 9e au 15e, soit du temps de Charlemagne à celui de Jeanne d'Arc. Tout commence au nord, dans les montagnes sacrées du Cambodge, le Phnom Kulen. C'est ici que le Kpal Spean prend sa source, fleuve sacré qui est comme la réplique du Gange. Son lit est sculpté de 1000 lingua, symbole phallique de l'énergie masculine et du dieu Shiva. Ainsi, le Kpal Spean fertilise symboliquement toute la plaine d'Angkor. On dit que Jayavarman II, le premier grand roi, celui qui fait du site d'Angkor sa capitale, fut sacré ici. À partir de lui, chaque souverain, ou presque, fait construire ou réaménager un temple. Cette histoire est scandée par 2 grands moments qui donnent naissance aux 2 monuments principaux du site. Dans la première moitié du XIIe siècle, Suryavarman II fait construire le grand temple d'Angkor Wat. Puis, Jayavarman VII fait bâtir Angkor Thom, qui est une ville dans la ville et dont les remparts forment un carré parfait de 3 km de côté, entouré de douves. On y entre aujourd'hui encore par 5 portes surmontées de visages. Donc là où on voit aujourd'hui une grande forêt, il faut imaginer une ville en bois, rassemblant une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Une ville majestueuse et animée, quadrillée d'allées et de canaux, dont seuls les temples ont résisté au passage du temps. Parmi eux, au centre de la ville carrée, le Bayon honorait Bouddha, ainsi que plusieurs centaines de divinités secondaires. Ces 59 tours, qui évoquent une forêt de visages, saisissent tous les visiteurs. On est à l'ombre imposante de montagnes, et on les regarde et on se rend compte que ces montagnes nous regardent, nous sourient, nous dominent. Et ça, c'est une émotion qu'il est impossible aujourd'hui, même entouré d'un flot de touristes, il est impossible de ne pas la ressentir à nouveau. Le Bayon sera le dernier grand temple construit à Angkor. Alors que de nombreuses inscriptions lapidaires ponctuent le règne de Jayavarman VII, commence après son règne, en 1218, un véritable silence épigraphique. Jusqu'en 1300 environ, aucune inscription nouvelle. En tout cas, aucune qui nous soit parvenue. La pratique reprend ensuite, mais timidement, avant de disparaître tout à fait. En 1327 commence le règne d'un roi qui s'appelle Jayavara Dispara Mesvara, et puis après plus rien. On ne sait même pas quand est-ce qu'il meurt, et on ne sait même pas qui lui succède, 1327. On doit donc étirer l'histoire jusqu'en 1431, c'est-à-dire que la date de 1431 qu'on nous donne comme la chute d'Angkor, elle intervient alors que ça fait 100 ans qu'on a oublié jusqu'au nom même des rois. Mais d'où vient alors cette fameuse date, 1431, dont on a dit d'emblée qu'elle était artificielle? En remontant sa piste, on rencontre les premiers missionnaires français arrivés au Cambodge avec la colonisation dans les années 1860. Ce sont les jésuites
qui découvre la date de 1431 dans un texte siamois du XIXe siècle, qui est lui-même la traduction d'une chronique thaïlandaise écrite à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire tout de même plus de 4 siècles après les faits qui y sont décrits. Alors, est-ce que la chute d'Angkor est un événement? Est-ce qu'elle fait date? En réalité, on peut aujourd'hui, en combinant toutes ces sources, mieux comprendre au moins ce qu'elle n'est pas. Ce n'est probablement pas le sac d'une ville qui cède face à une armée étrangère. Car c'est depuis le XIIe siècle que l'empire khmer est en prise avec les 2 royaumes qui le flanquent. À l'ouest, ses voisins thaïs, et à l'est, ses voisins vietnamiens, pour reprendre les noms des peuples actuels. Et l'épisode de 1431 ne semble pas décisif. En réalité, il ne faut pas s'imaginer une chute qui aurait des raisons uniquement militaires. On a pu croire que la chute d'Angkor, c'est la deuxième possibilité, avait des causes économiques. Au fond, on est très habitué à cette rhétorique de l'épuisement. Après Jayavarman VII, c'est-à-dire le roi bâtisseur qui met toutes les forces de son royaume dans cet apparat monumental, le déclin. En réalité, cette explication qui peut nous paraître intuitive, les historiens n'y croient plus trop aujourd'hui. Plutôt qu'un épuisement des ressources locales, c'est une mutation économique à grande échelle qu'on pourrait mettre en cause. Partout, c'est-à-dire depuis les côtes Swahili en Afrique orientale jusqu'au Gujarat en Inde, s'observe le même phénomène. Le développement du commerce maritime profite d'abord aux zones littorales. Les empires centraux s'affaissent et la prééminence économique se déplace depuis le centre agraire jusqu'à la périphérie commerçante. Alors d'accord, une histoire graduelle. Mais il y a quand même quelque chose qui s'arrête en 1431. C'est le fait que Angkor soit une capitale. Elle ne l'est plus, ou elle va l'être encore peut-être de manière intermittente, on n'en est pas certain. Est-ce que ça veut dire qu'elle disparaît? Est-ce que ça veut dire qu'elle est abandonnée, voire oubliée? Pas du tout. Il existe de nombreuses preuves archéologiques de l'occupation du site, bien après l'abandon supposé de 1431. On a aussi des exemples nombreux de réemploi des bâtiments anciens. Au Bapouane, sur le flanc d'un temple montagne du XIe siècle, a été sculpté au XVIe siècle ce gigantesque Bouddha couché. Il y a aussi, moins monumental, ces images de Bouddha, sculptées elles aussi probablement au XVIe siècle, dans le temple de Preah Pitu. À partir, en fait, de la fin du XIIe siècle, on rentre dans une longue phase qui est une phase incertaine de transition. Et toute la question, c'est de savoir si c'est un déclin ou simplement une transition. Ce qui décline véritablement, c'est l'expression écrite et l'expression monumentale dans la pierre. Mais l'expression écrite, elle se poursuit, mais uniquement sur des supports non pérennes, donc les manuscrits qui sont, eux, écrits, gravés sur des feuilles de palmier. Et les monuments, de la même façon, les fondations religieuses, elles se poursuivent, mais sous d'autres formes. Non plus sous la forme de grands temples, de grandes maisons divines, érigées du soubassement au sommet dans la pierre, mais désormais en usant du bois et des charpentes. À partir du XIIIe siècle, la construction de temples semble s'être ralentie puis arrêtée. On ne trouve plus que de simples plateformes qui sont soit en grès, soit en latérite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles étaient la base de grands monuments en bois, dont on sait qu'ils suscitaient une admiration aussi vive que la grande architecture en grès. Alors pourquoi passe-t-on de la pierre au bois? Est-ce par faiblesse? Est-ce par incapacité économique? Est-ce le signe d'un déclin? Mais pas forcément.
À ce moment-là, c'est-à-dire à partir du XIIIe, XIVe siècle, on rentre dans une autre phase, ou plus exactement l'influence d'un autre bouddhisme, qu'on appelle le bouddhisme Theravada, qui, contrairement au bouddhisme Mahayana qui a accompagné la grande royauté khmer, est, disons, sinon plus modeste, du moins prône un rapport plus léger, plus fragile à la surface du monde. Au fond, à partir du XVe siècle, eh bien, l'architecture, elle aussi, s'exprime sur support éphémère, exactement comme la littérature sur les feuilles de latanier. Alors tout disparaît. Alors on rentre dans une autre phase de l'histoire khmer, qui n'est pas figée dans la pierre, mais qui se laisse au fond glisser à la surface du temps, pas par faiblesse, mais peut-être par choix. Et c'est cela qu'on doit comprendre. Et c'est cela qui est peut-être le plus mystérieux. C'est cela le dépaysement le plus, au fond, déstabilisant pour un œil occidental tellement habitué à contempler les ruines comme une sorte de pédagogie qui viendrait nous rappeler sans cesse les leçons de l'histoire, des empires qui s'écroulent, de la fragilité des constructions politiques. En réalité, ça dit peut-être pas ça. Ça dit simplement le rapport à la fois paisible et profond à l'impermanence. Et pendant ce temps-là, dans le monde, il n'y a pas qu'en Asie que s'observent de grands basculements religieux. Il y a d'autres prophètes, d'autres mystiques qui parcourent la Terre. Le 30 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc périt sur le bûcher. Le 17 juillet s'ouvre le grand concile de Bâle, où la chrétienté, soumise à la pression turque, cherche à réconcilier ces deux parties grecques et latines. Le monde est en train de se connecter, et l'islam est le principal vecteur de sa modernisation. En Asie, un eunuque musulman chinois de la cour des Ming, l'amiral Cheng He, entreprend sa dernière grande expédition maritime. Il frôle les côtes orientales de l'Afrique. C'est à partir de cette autre périphérie, le Portugal, également caractéristique de la littoralisation des pouvoirs dont on a parlé, que s'organisera bientôt le décloisonnement des mondes avec la découverte de cette Amérique dont l'Europe ignore l'existence. Toujours dans ces années 1430, deux empires se constituent en Amérique, l'un au Mexique, l'autre dans les pays andins, les Aztèques et les Incas. Mais ces deux empires s'ignorent l'un l'autre. Au Cambodge, l'histoire ne s'est pas arrêtée en 1431. Elle a traversé d'autres conflits, d'autres guerres, la colonisation par la France, l'indépendance en 1953, le retour à la monarchie et même la vague yéyé des années 60. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1431, date incertaine. Le 17 avril 1975, date très certaine, en revanche, et qui forme une entaille dans la mémoire du XXe siècle, les Khmers rouges rentrent dans Phnom Penh. Et eux, ils veulent arrêter l'histoire. Ils vont tenter de détruire, en même temps que leur peuple, les archives qui en racontaient l'histoire. Ils vont brûler la bibliothèque de Leféo, ils vont détruire les manuscrits qui demeuraient des anciens royaumes khmers. Ils vont, en revanche, ils ne vont pas détruire encore. Au contraire, ils vont se nourrir de ce rêve d'un peuple ancien et laborieux. Ce qu'ont détruit les Khmers rouges, ou ce qu'ils ont tenté de détruire, c'est toute l'histoire qui s'est déployée entre 1431 et 1975, entre la période angkorienne et eux, qui voulaient redevenir aussi purs que les anciens Khmers. Et c'est cette histoire qu'on doit relancer, c'est cette histoire qu'on doit repeupler, c'est cette histoire qu'on doit reconstituer à partir de ces sources fragiles, fugaces, mais qui ont peut-être, d'une certaine manière, été fragiles et fugaces par un choix de civilisation. Et cela, c'est aussi ce à quoi invitent les ruines d'Angkor, au-delà de la rêverie méditative sur l'impermanence, la nécessité, au fond, de toute chose
de faire une histoire malgré tout. Parce que il y a des hommes et des femmes qui y ont vécu, il y a donc toujours, quelle que soit la trace légère qu'ils ont laissée sur la surface de la Terre, à raconter.